sommes de retour sur Ngenza TV, la chaîne de la vérité, la chaîne de l'audace, votre nouvel espace médiatique sur le Gabon. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités, le professeur Bruno Elangema, président de la CDG, professeur des universités, et monsieur Ditengu, docteur Ditengu, compatriote de la diaspora gabonaise en France, en Allemagne, pardon. Tant pour moi, messieurs, je vous posais une question juste avant de faire cette petite pause. Alors, nous abordions l'intérêt que pouvait avoir le régime de Libreville à priver de ce pays, à priver le pays de certaines de ses ressources humaines. Vous m'aviez dit, monsieur Ditengu, que des Gabonais en Allemagne, en France, aux États-Unis, ayant des capacités, pouvant prétendre à servir leur pays, vous en connaissiez. Mais quel serait l'intérêt pour le pays de se priver de ces capacités-là? Un pays en quête de souffle, un pays en quête de bons dirigeants sains, dévoués, au service du pays. Quel serait l'intérêt? Monsieur Ikwanga, moi je vais vous dire, ce qui se passe là est très grave. C'est très grave parce que, vous savez, pendant des années, la recherche scientifique dans le monde, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour ne citer que ces deux pays, était menée par des étudiants en majorité chinois et indiens. Ce sont eux qui, pendant on va dire les 20 dernières années, ont permis à la recherche de ces pays-là de s'améliorer, de tutoyer les sommets. Mais vous savez où sont ces Chinois-là et ces Indiens aujourd'hui? Surtout les Chinois. Ils sont repartis en Chine. Ils sont repartis en Chine et la Chine a mis en place un système qui a permis ou qui a fait en sorte que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui dirigent la recherche en Chine. Et aujourd'hui, ouvrez les magazines, plutôt pas les journaux spécialisés hein, dans la recherche, vous verrez que les revues scientifiques, vous verrez qu'il y a une énorme quantité de papiers, d'articles qui viennent de Chine. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont prouvé à l'extérieur de la Chine qu'ils étaient capables de faire fonctionner la recherche dans d'autres pays. Et maintenant, ils le font dans leur propre pays. Mais c'est ça le drame de certains pays africains. C'est-à-dire cette absence de politique qui permettrait cette absence de vision qui permettrait de ramener au pays les gens qui ont la capacité qui ont prouvé ailleurs la capacité à diriger, la capacité à faire fonctionner le pays. Quand on parle de la recherche scientifique, quand on regarde le Gabon, le visage de la recherche scientifique au Gabon, c'est notre ministre des Forêts, celui qui va, à travers le monde, parler au nom du Gabon. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des Gabonais, là, aux États-Unis, en Europe, qui ont prouvé qu'ils sont capables de gérer les forêts de leur pays? Je suis sûr qu'il y en a. Je n'ai rien contre ce monsieur, mais je trouve quand même qu'il gagnerait à faire preuve d'ouverture en ce qui concerne les gens qui ont travaillé et qui travaillent à travers le monde. Donc, cette idée qui veut que ceux qui sont à l'étranger ne peuvent pas revenir diriger leur propre pays, moi, c'est une idée que je conteste et c'est une idée que je trouve néfaste pour le fonctionnement, pour l'avenir du Gabon. Voilà. Monsieur est là. Oui, je pense que l'exemple que vient de prendre M. Ditengu est très pertinent. Il est très pertinent parce que quand on regarde tous les pays aujourd'hui qui ont chapitre, comment dire ça, qui ont droit au chapitre, ouais. Qui ont droit au chapitre, qui dominent, qui dirigent, qui tractent, qui dictent, qui imposent leur vision du monde,
ce sont des pays où la recherche est fondamentale dans le développement de ces pays-là. Et vous savez, quand une société veut sacrifier son avenir, généralement, elle bâcle, elle tue, elle inhibe l'éducation, a fortiori la recherche. Et quand on regarde le Gabon, moi, je ne suis pas surpris, je pense que vous non plus, vous n'êtes pas surpris de cette politique-là qui, à mon avis, émane d'une volonté cynique. Une volonté cynique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une stratégie, je ne veux pas dire savamment, je veux dire cyniquement pensée. Vous savez, on ne peut pas avoir dirigé un pays, un État pendant plus d'un demi-siècle, sans alternance. Je vous dis, ça n'est pas possible. Mais quand on arrive à le faire, et avec un bilan aussi chaotique que celui que nous constatons au Gabon, 53 ans après, constater que la même mouvance, le même parti politique, la même famille politique, je vais même aller jusqu'à la même famille génétique, ethno-linguistique, provinciale, tient encore à diriger ce pays-là après plus d'un demi-siècle, avec un résultat, un bilan chaotique. Vous comprenez bien que quand on est dans une telle situation et que ce système, pour pérenniser, a autour de lui des croque-mitaines, comme disait un de mes petits frères, des croque-mitaines, des mange-mille. Mais ces mange-mille-là vont tout faire pour que ce système-là ne tombe pas. Ce sont eux qui vont envahir les populations, les intimider, faire croire aux populations que le régime est bien, alors que ce régime-là tue des compétences comme celles que vient d'évoquer le docteur Ditengou tout à l'heure. Donc, il vaut mieux tenir ces compétences-là loin du territoire. Parce que si jamais elles rentrent dans le territoire, elles vont éveiller les consciences. Elles vont réellement s'investir parce qu'elles sont déterminées, parce qu'elles ont fait leur preuve de compétence, d'expertise. Ces générations-là, cette partie de la population-là a intégré les valeurs d'une république, les valeurs d'un pays qui veut prospérer. Eux, ils ne veulent pas prospérer. Ils n'aiment pas leur pays. Ils sont réduits aux besoins élémentaires, juste élémentaires, c'est-à-dire basiques, physiologiques, reptiliens, animal. Donc, ils n'accepteront pas, comme M. Ditengou vient de le dire, que ces compétences-là expatriées, malgré elles, qu'elles reviennent dans le pays pour le reconstruire. Elles vont les tenir à distance. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre, monsieur Ditengou, messieurs. Là, je comprends tout à fait et nos auditeurs et vidéospectateurs comprennent bien. D'ailleurs, monsieur Koma, je vais vous renvoyer la question, je vais vous poser une question qui va peut-être nous permettre de développer davantage cet aspect-là. Mais quel argument valable, d'après vous, monsieur Ikonga, quel argument valable aux yeux des Gabonais pourrait justifier le retrait de ce droit fondamental à un de leurs citoyens qui vivrait à l'étranger? Moi, je vous renvoie. Quel est l'argument valable? Mais je vous renvoie justement à la question, vu la gravité, j'ai compris, nos auditeurs, vidéospectateurs. Je ne sais pas ce que pense M. Ditengou, mais quel argument peut justifier ce retrait du droit fondamental d'un citoyen à contribuer, à influer dans l'avenir de son pays, qui plus est quand celui-ci est reconnu compétent, dans son domaine en tout cas? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Moi, je vous retourne la question et je vous demande plutôt, effectivement, on va avancer.
parce que, je l'ai dit, il y a de la gravité dans la façon d'aborder cette question-là. Avançons donc un tout petit peu. Pensez-vous qu'il existe une possibilité que cette ordonnance, en tout cas son application, soit contestée, empêchée? Par quels moyens? Existe-t-il des voies légales, des moyens légaux pour faire en sorte que cette disposition-là, avec la gravité que cela engendre, pensez-vous qu'elle puisse être retirée, que son application ne soit pas engagée? Vous le croyez vraiment, Monsieur Litenu? Ce qui m'a marqué, c'est que personne n'a réagi, hein, comme l'a dit monsieur est là. On s'attendait à ce qu'il y ait des réactions, mais il y a eu, du moins au Gabon, aucune réaction. Pas un bruit. Même dans la diaspora, il y a quelques voix qui se sont élevées, mais sur une question comme celle-là, je pense qu'on est en droit de poursuivre le gouvernement gabonais. Même la diaspora peut se porter partie civile. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'article 52, par exemple, de la Constitution fait état de la notion d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence à prendre un tel arrêté, à modifier la Constitution de la sorte. Donc, je pense que les voies juridiques, il faudrait discuter avec les spécialistes du droit si sur le plan juridique, il y a des moyens de contester cet article tel qu'il a été modifié. C'est vrai. Vous partagez cet avis-là, monsieur Ella? Oui. Ce silence. Bien entendu que ce que vient de dire monsieur Ditengou, je souscris. Vous savez, oui, il est possible de contester. Il est possible de contester. Mais cela exige quand même la compréhension de la nature juridique de ces ordonnances-là. J'entends par là, vous savez, qu'est-ce qu'on entend par état de droit? Dans un état de droit, il faut qu'on le rappelle quand même, la Constitution pose le principe, on parle de principe d'antériorité du droit au pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il remet le pouvoir aux citoyens de manière ou aux dirigeants, à certains dirigeants en tout cas, à un certain pouvoir, la possibilité, la capacité d'encadrer l'exercice du pouvoir de celui qui l'exerce, celui qui l'a. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter justement les déviances et les dérives de puissance que l'on constate dans nos États, pour finalement protéger le citoyen, protéger les droits de ces citoyens-là. Dès lors que ce principe d'antériorité n'est pas respecté, il y a ce qu'on appelle une confusion mentale, confusion sémantique. Tout ça donne le foufou PDG que nous connaissons. C'est-à-dire, au gré comme ça, parce que j'ai un fils qui a 25 ans, qui me dit, papa, j'aimerais être président, ministre, allez, on va modifier les textes fondamentaux. Papa, tel monsieur, il m'énerve, je ne l'aime pas, aller, on va modifier des textes pour limiter les droits de l'autre citoyen parce que l'enfant a fait ses caprices à son père qui dirige. Mais c'est ça. Donc, je souscris entièrement. Rien ne justifie le retrait de ce droit à quelque Gabonais que ce soit, dès lors qu'il est citoyen. Dès lors qu'il est citoyen. Mais, comme vous le dites, qui va interpeller la Cour constitutionnelle? Regardons-nous en face. Qui va interpeller la Cour constitutionnelle sur cette disposition-là? Monsieur Ditengou l'a dit tout à l'heure, c'était un silence plat. Personne n'a réagi. Convenu?
Pardon? Silence convenu? Silence convenu, on ne sait pas. Il y a eu quelques remontées peut-être au sein de la diaspora, mais guère plus. Hein? Alors que, oui, bien entendu, ça devrait gêner, ça devrait frustrer aussi bien l'opposition, la CNR, la société civile, la diaspora elle-même. Sauf que quand il s'agit d'aborder ce type de questions-là de façon sérieuse, eh bien, là, on ne voit plus les volontés. On ne voit plus les volontés. Mais monsieur, là, sans vous couper, oui. Vous avez vu que cet article a été modifié déjà. A été modifié à 2 reprises. Bien sûr. Et les modifications qui ont introduit, qui ont commencé à limiter l'accès à la candidature aux Gabonais qui sont à l'extérieur, n'ont soulevé aucune contestation. Voilà, aucune contestation. C'est-à-dire qu'il y a au Gabon une sorte d'entente tacite qui veut que ces empêcheurs de tourner en rond, tant qu'ils restent là-bas, qu'ils n'empêchent de tourner en rond, qu'ils restent là-bas, et qu'ils ne viennent pas nous ennuyer lorsqu'on va faire notre arrangement habituel de perpétuation du maintien au pouvoir de la famille Bongo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres, là, ils doivent rester là-bas. Il ne faut pas qu'ils viennent nous empêcher. Il faut les tenir à distance. Oui. Il faut les tenir à distance. Et moi, je suis même prêt à parier, si les choses pouvaient se passer dans des conditions normales, par exemple, par voie référendaire, on sollicitait l'avis des Gabonais, je puis vous dire que cette disposition-là serait levée. Les Gabonais s'insurgeraient contre elle. Et je vais même plus loin. Si le contexte était celui que nous rêvons tous, ces Gabonais-là préféreraient que ce soit un membre de la diaspora qui dirige ce pays. Mais pas n'importe quel membre de la diaspora. Un membre de la diaspora, tel que l'a évoqué tout à l'heure, l'a précisé tout à l'heure M. Litengou, expérience avérée, expérience managériale avérée, compétence incontestable et, bien entendu, l'amour de son pays. L'amour de son pays. Et toutes ces valeurs, tous ces caractères-là sont absents dans l'esprit de ceux qui dirigent le Gabon depuis plus d'un demi-siècle. Et que voici la relève héréditaire qui s'impose aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut rapidement arrêter ça. Messieurs, je vous suis attentivement et nos auditeurs avec nous. Une autre petite question me vient à l'esprit, messieurs. En prenant ce type de disposition, ne pensez-vous pas, mais vous allez me dire, hein, vous êtes des observateurs de la vie politique, pas seulement gabonaise, pensez-vous qu'en faisant cela, le régime de Libreville ne s'est pas inspiré de choses similaires qui auraient fonctionné ailleurs? Pensez-vous que ce type de disposition n'existerait pas dans d'autres pays? D'ailleurs, je suis tombé sur quelque chose, un petit papier de la place de Libreville, qui d'ailleurs, me semble-t-il, évidemment, je ne l'ai pas lu avec toute l'attention nécessaire, en tout cas, il ne méritait pas à ce point que je m'y attarde beaucoup. Néanmoins, ce papier, ce torchon d'ailleurs, disait ceci pour opposer un argument à la disposition en question, en tout cas pour essayer de la justifier. Il disait que tout cela était bien normal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire qu'aux États-Unis, sous forme de comparaison, M. Litengou, qu'aux États-Unis, par exemple, on ne peut pas être président si on est né à l'étranger. Vous vous souvenez de la polémique lancée par Trump sur les origines de Barack Obama à l'époque. Voilà, pensez-vous que le régime de Libreville se soit inspiré de choses similaires qui se seraient faites ailleurs, M. Litengou? Monsieur Kwanga, comparaison n'est pas raison. Là, on parle de pays développés qui ont déjà de nombreuses compétences. On a par exemple des médecins, on a des informaticiens, on a des architectes, on a en masse.
Et ces gens-là contribuent au développement de leur pays. Mais pourquoi s'expatrier alors pour se faire soigner à l'extérieur si on avait déjà tout ça chez nous? Si on pouvait se passer de la compétence, expatriée, c'est-à-dire de la diaspora. Pourquoi, quand on est malade au Gabon, on s'expatrie vers l'extérieur? Et malheureusement, beaucoup viennent mourir à l'extérieur. Si on veut se comparer, il faut se comparer surtout. Hein? Des comparaisons, c'est ça, moi je considère que ce sont des comparaisons qui sont sans queue ni tête. Qui imagine le président des États-Unis aller se faire soigner en France, par exemple? D'accord, donc vous estimez que quand, alors est-ce que je dois dire un journal, quand un papier sort sur la place de Libreville pour apporter de l'eau au moulin des concepteurs de cette disposition, c'est une comparaison d'une audace illimitée. Mais vous savez, on va dire. Ils ne sont pas avares de contorsions complètement absurdes. Ce sont des pseudo-arguments qui sont là juste pour noyer le poisson. En fait, il est clair qu'un pays comme le Gabon, qui a tout à construire, ne peut pas se passer de sa diaspora. Et le faire comme ils le font là, c'est en fait pouvoir se maintenir au pouvoir tout en écrasant les citoyens pauvres, ceux qui ne peuvent pas en fait avoir accès à ces avions-là à venir se soigner en Occident, ou qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les grandes écoles à l'extérieur du pays. Voilà. C'est ce que je pense de ce que vous appelez cet argument sorti de ce journal. Si on ne sait même pas si on peut l'appeler ce journal. Oui, je tenais quand même à l'évoquer, histoire de trouver dans ce débat des éléments de contradiction, c'est-à-dire que oui, peut-être que les concepteurs de cette disposition se sont inspirés du cas des États-Unis, même si j'imagine que pour les membres de la diaspora que vous êtes tous nés au Gabon, me semble-t-il. Donc, la comparaison avec les États-Unis, elle reste quand même limitée. D'ailleurs, même à vous entendre et à voir la façon dont vous vous opposez, et vous avez raison, à cette disposition qui limite, est-ce que vous, allons-y, droit au but, est-ce que vous prépariez à cette élection présidentielle, messieurs? Si je peux rajouter un petit point par rapport à cette allez-y, monsieur. De comparaison, enfin, de comparaison entre le Gabon et d'autres pays, si vous me permettez, monsieur. Allez-y, monsieur, là, allez-y, monsieur. Oui, nous sommes dans un débat un échange. Moi, je pense ça plutôt dans le cadre de la plaisanterie. Oui, on peut en rire, hein, parce que c'est un mimétisme qui est vraiment qui est risible. Quand on parle de s'inspirer du modèle des autres, un modèle qui a fait ses preuves dans le bon sens du terme, mais justement, il faut évaluer, il faut voir le résultat de cette inspiration. L'inspiration, vous savez, c'est quelque chose de positif. Hein. On regarde, on voit ce que l'autre fait, on s'inspire de la magie créative, et puis on va le reproduire chez soi, et on voit si ça apporte les mêmes résultats que ce qu'on a observé chez l'autre. Bien. S'il fallait vraiment s'inspirer, ils se sont inspirés des textes peut-être, mais les applications apportent quoi? Depuis près de 53 ans, plus d'un demi-siècle. Si vous regardez, c'est toujours des copier-coller. Regardez tout simplement la gestion de la crise sanitaire, des copier-coller. On fait le couvre-feu ici à 18h, là-bas aussi on fait à 18h. Alors que le modèle sociétal n'est pas le même, hein, les nictémères ne sont pas les mêmes, le mode de vie n'est pas le même, les conditions sociales, économiques et tout ne sont pas les mêmes. Alors, il s'agit plutôt de copier-coller sans connaître, justement sans inspiration. Il ne s'inspire rien. Rien du tout. Monsieur, là, effectivement, il faudrait toute une émission sur la COVID et il faudrait qu'un jour un jour on s'y mette. Écoutez, mais il nous a posé une question. Nous serons ravis de vous entendre sur effectivement la gestion de la
de la crise Covid au Gabon, si tant est que nous ayons effectivement tous les éléments qui nous permettent de construire une émission à ce sujet-là. Ce que vous voulez dire, c'est que si les éléments dont nous disposons seront fondés, s'ils ne le sont pas, oui, vous avez tout à fait raison d'appréhender. Oui, il faut beaucoup de prudence sur ce type de questions, tellement il y a de chiffres, d'arguments. Et vous l'avez dit là encore, nous sommes face à des sociétés notamment différentes sur l'approche de cette question sanitaire. Voilà, donc pour terminer juste mon propos, je disais tantôt que s'ils disent, ben oui, vous savez, ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans tel ou tel pays, honnêtement, il n'y a que des gens qui ne veulent pas comprendre ou qui n'ont pas l'opportunité de comprendre pour boire de telles inepties. Vraiment. C'est un mimétisme qui est insultant envers les populations, envers les citoyens. Ce n'est pas possible. Les lois sont généralement inspirées de la culture, de l'environnement, des sociétés. Si effectivement on peut s'inspirer de quelques données, de quelques valeurs exportées dans des pays où ces valeurs-là ont fait des preuves, à ce moment, on peut retrouver les mêmes résultats dans les pays qui les ont importés, c'est-à-dire au Gabon. Sauf que jusque-là, vous savez, quand on dit pays démocratique, quand on dit état de droit, quand on dit la Cour constitutionnelle, quand on dit la séparation des pouvoirs, tout ça, ça existe dans le texte. D'aucuns diraient que c'est une inspiration de quelque chose qui a évolué. Sauf que, où est la démocratie chez nous? Où est le respect de l'état de droit? Vous voyez, c'est exactement le cas qu'attend aujourd'hui de cette ordonnance pondue de l'arbitraire. C'est-à-dire des gens toujours mal intentionnés, pour ne pas dire des gens incompétents. Bon, allons-y. J'en reviens à la question, vous ne l'avez pas oublié, que je posais tout à l'heure d'ailleurs, messieurs. Vous avez le droit et vous avez raison de contester, de défendre, en tout cas, la notion de citoyenneté sur nos antennes et de trouver totalement contestable l'idée qu'elle puisse limiter, en tout cas qu'une disposition, qu'une ordonnance constitutionnelle prise à Libreville puisse limiter comme ça la possibilité à des citoyens, à des compatriotes vivant à l'étranger, la possibilité de se porter candidat. Mais ma question, elle était assez simple. Est-ce que vous, messieurs, vous prépariez à l'élection présidentielle de 2023? Monsieur Liteni. Ah, vous adressez à moi. Monsieur, ne faites pas d'impasse sur la question. Je ne ferai pas d'impasse sur la question avec le franc-parler qui me caractérise. Vous le comprenez. Celui qui caractérise aussi notre chaîne ici. Vous allez comprendre très clairement. Nous sommes dans une séquence qui n'est pas terminée. Cette séquence a démarré le 16 août. 16 août 2016. 2016. Cette séquence a démarré le 16 août 2016. Elle s'est poursuivie avec l'attaque du QG de Jamping. Et elle s'est poursuivie par la suite par la confiscation du pouvoir au Gabon. Nous sommes dans cette séquence-là. C'est une séquence qui n'est pas terminée. Et moi, je vais vous dire, c'est de mon droit de contester le fait d'exclure une partie de la population gabonaise à l'élection présidentielle. Tout à fait. Je l'ai rappelé. Premièrement. Deuxièmement, pensez-vous sincèrement que dans les conditions actuelles, il soit sage d'aller dans une élection où les dés sont pipés d'avance, où les circonstances qui ont permis à ce régime de perdurer sont toujours là? Vous comprenez? C'est-à-dire que ce serait absurde d'aller participer à une telle élection. Pour autant, je ne suis pas d'accord qu'on exclue dès le départ une partie de la population gabonaise. D'accord. Voilà. Je reconnais quand même, vous le reconnaîtrez peut-être avec moi, et M. Ella répondra aussi à cette question-là, mais oui, reconnaissez quand même avec moi un tout petit peu qu'il y a eu quelques évolutions dans ces dispositions. Vous savez qu'on peut être candidat à 18 ans au Gabon. Monsieur Ella, vous le saviez ça? Oui, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est une évolution.
vous êtes plein d'humour et vous êtes très provocateur dans votre Non, humour. mais C'est bien c'est ça, des temps, ça permet d'aborder des questions très sensibles avec, un avec peu, sérénité. voilà. Oui, euh, oui, effectivement, je suis au courant de cette chimère, en fait. Pour moi, c'est une chimère. S'il faut revenir sur la réponse de M. Ditengou sur le fait de la candidature à la présidence, il faut se préparer, M. Ditengou a tout à fait raison, que la question n'est pas là, même si elle est là, mais je ne pense pas qu'il faille répondre par oui ou par non. Et il a très bien dit, c'est-à-dire que l'une des questions fondamentales à se poser, c'est quelque part qui a le droit d'être président du Gabon. Qui a le droit d'être président du Gabon? Autrement dit, qui peut se présenter, hein, à ce destin national-là? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, même le pouvoir en place, sur les critères juridiques constitutionnels qui définissent celui qui a le droit de se présenter à ces élections-là? Première question. Deuxièmement, si ces élections-là ont lieu après avoir répondu à ces critères préliminaires, est-ce que, comme M. Ditengou l'a dit tout à l'heure, les garanties sont là pour protéger le choix souverain du peuple? Troisièmement, si ce choix souverain du peuple est respecté, est-ce que celui qui aura été élu par ce peuple-là est garanti d'occuper la présidence de la République sans qu'il n'y ait de mort, sans qu'il n'y ait des assassinats, de ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir depuis plus d'un demi-siècle? Vous voyez, pour ne citer que ces trois éléments-là, ces trois facteurs-là, il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus se projeter parce que toutes les tentatives ont été faites, hein, en essayant de mettre au cœur de tout ça un peu plus de souplesse, de patriotisme, d'humanisme, d'empathie, de foi même, foi, c'est-à-dire la foi, hein, la croyance, au fait que, bon, il y aura peut-être un saut mental, un saut qualitatif dans l'esprit des gens qui dirigent le pays, à accepter le fait que là, les populations se sont exprimées, on va respecter le caractère souverain de leur choix. Toutes ces expériences-là ont été vécues et sont échues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'ont donné aucun résultat satisfaisant les populations. Donc, on ne peut pas parler d'une élection aujourd'hui, hein. Et en plus, comme l'a dit tout à l'heure M. Ditengou, pourquoi exclure la diaspora? La diaspora a un sens. La diaspora, le terme diaspora a une acception. C'est symbolique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas extraire, qu'on ne peut pas couper spirituellement de sa racine. Ça n'est pas possible. Regardez, certains, M. Ditengou l'a dit tout à l'heure, la Chine, si elle a pu se relever, si aujourd'hui elle est compétitive vis-à-vis des grandes puissances, sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan de la recherche, tout ce que vous voulez, c'est grâce, quelque part, à sa diaspora. Vous regardez un petit État comme Israël, c'est la même chose. Et je peux en citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Vous verrez que c'est une aberration, c'est une ineptie, c'est cynique, c'est satanique que de vouloir amputer le Gabon de sa diaspora quand il s'agit de challenger justement cette responsabilité suprême. Et en plus, si on continue avec autant de discrimination, Dieu seul sait s'il n'y en a pas déjà au Gabon. Ça ira jusqu'où, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on sait que lors de l'une des émissions de Ngenza TV, la première me semble-t-il, on avait fait ici un bilan concret, palpable, vérifiable par n'importe quel Gabonais. On avait mis en évidence que tous les piliers, tous les leviers
stratégiques du pouvoir sont confisqués par une minorité ethno-linguistique. Minorité ethno-linguistique, en parlant de levier du pouvoir. Donc, n'allez pas me parler des miettes que l'on distribuait, un premier ministre fantoche ici, un ministre d'État fantoche ici, qui ne représente rien en termes de levier pour diriger ce pays. Ces leviers sont confisqués. Et ça depuis plus d'un demi-siècle. Vous vous imaginez, depuis 1968, sans discontinuer. Non, mais soit c'est moi qui suis complètement, je suis trop rationnel pour réaliser que ce n'est pas possible, c'est une aberration, soit je crains de dire que est-ce que nous ne sommes pas dans un asile psychiatrique, hein, de laisser continuer ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Donc, M. Litengo a raison. Le problème n'est pas de candidater, de compétir à tel ou tel challenge aujourd'hui. Discutons des fondamentaux. Des fondamentaux. Et parmi eux, d'ailleurs, une évidente contradiction, vous me direz, en tout cas, c'est un peu la question que je posais, en même temps que la possibilité est retirée aux compatriotes de la diaspora d'être candidats à une élection présidentielle, elle est donnée à des compatriotes âgés de 18 ans. Bon. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. Oui, je répondrai à cette question après. C'est vrai que je m'étais égaré dans la première réponse de M. Litengo. Non, mais vous avez bien fait de compléter. Vous avez bien fait, M. Ella, de compléter effectivement ce que disait M. Litengo. Allons-y, effectivement. Mais non, M. Litengo, je le laisse emboîter. Une contradiction, M. Litengo. C'est-à-dire que… À 18 ans, vous pouvez être président du Gabon. C'est-à-dire que ça fait partie de ces choses-là qui sont là pour amuser la galerie. Moi, je dis ça clairement, hein, c'est pour amuser la galerie. Quand on sait que les jeunes de 18 ans au Gabon, vous savez à quel âge, l'âge moyen auquel on passe le bac au Gabon? Il faut voir, hein, le sport national, c'est la réduction de l'âge, c'est-à-dire de faire baisser son âge pour pouvoir passer aux examens. C'est ça. Un sport aussi vieux que la durée du régime actuel. La durée du régime. C'est-à-dire que l'école est dans un état lamentable. L'éducation est dans un état lamentable. La prostitution, il y a le drame de la prostitution des jeunes au Gabon. Vous avez entendu parler certainement des placements dans les lycées, c'est-à-dire la prostitution des enfants dans les lycées, la drogue. Vous avez entendu parler des kobolos, les viols, hein, la violence. C'est dans les populations jeunes de notre pays. Alors, quand vous venez me dire qu'un jeune de 18 ans peut participer à l'élection présidentielle, c'est quel genre de plaisanterie ça? C'est quel genre c'est pour amuser la galerie, c'est pour dire, voilà, nous, on est progressistes, on donne la possibilité à un jeune de 18 ans, alors qu'on sait très bien que c'est pour amuser la galerie. Là où on attend les autorités gabonaises, c'est pour assurer le minimum, c'est-à-dire l'éducation, la protection de la jeunesse, la possibilité à tout Gabonais, à tout jeune Gabonais, d'avoir accès à une formation qui va lui permettre de trouver un emploi et de participer à la construction de son pays. C'est ce qu'on attend d'un gouvernement. Pas d'amuser la galerie avec des dispositions aussi risibles que stupides. Vous m'excuserez de l'expression. Monsieur, là, ils ont baissé l'âge à 18 ans. Vraiment, monsieur Litengo a planté le décor et c'est tout à fait vrai en prenant l'exemple de à quel âge un Gabonais passe le bac au Gabon, on va dire dans des conditions normales. Oui. Normales. C'est-à-dire que dans ces conditions normales-là, il est déjà au-dessus de la moyenne d'âge que l'on attend. Et tout ça, c'est dû à quoi? Mais bien entendu, c'est dû aux conditions sociales et aux conditions économiques des familles de ces jeunes Gabonais. Donc, quand on parle de baisser l'âge de la candidature à la présidence de la République, c'est une moquerie, c'est une duperie, c'est une plaisanterie qui n'a pas de mots. Mon Dieu, est-ce que ces gens-là réfléchissent sérieusement? Est-ce qu'ils se sont penchés un peu sur le statut social de ces jeunes de 18 ans-là?
statut familial de ces jeunes-là. Généralement, nous savons qu'ils sont à 98% issus de familles très, très, très modestes, pour ne pas dire pauvres. Souvent de familles multiples, nombreuses, où les parents ont du mal à assumer le quotidien vital de ces enfants-là. Vous croyez que ces enfants de 18 ans sont autonomes? Rien qu'à la petite tenue qu'ils portent, la tenue du lycée, vous croyez qu'ils sont même capables de se l'offrir eux-mêmes, voir les parents? Mais soyons sérieux. Et c'est à ce jeune-là qu'on va dire, tu sais, tu as le droit, regarde, à 18 ans, tu peux compétir, tu peux candidater, tu peux devenir président de la République. Il a même du mal à s'habiller. Il ne sait même pas là où il habite, il n'y a même pas l'électricité. Il n'y a pas l'eau potable. Et vous croyez que ça sera ses préoccupations à lui? Mais monsieur là, monsieur là, sans vous interrompre, il y a encore, c'est encore d'une... vous savez qu'il y a une caution de combien? De 25 millions? Mais bien sûr, j'en venais à cette caution-là. Il va la trouver où? Il va la trouver où, les gens? Il habite dans les Matiti, il a du mal à s'habiller, de se loger, se nourrir, boire de l'eau, et il va trouver la caution là d'où? Bien sûr qu'il va la trouver. On va la lui trouver. En fait, c'est pour le corrompre. C'est pour mettre de la poudre aux yeux de toute une jeunesse en disant, vous voyez, c'est possible. Il y a des choses qui sont faites pour les jeunes, du coup. C'est cynique. C'est vraiment cynique. C'est insultant. Ces gens n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas leur pays. Je vous le répéterai toujours. Ils n'aiment pas leur pays. Parce que s'avancer sur de telles déclarations, mais on a envie de dire, mais ces gens-là sont d'où? Mais j'ai réfléchi quand même, hein, monsieur Ikwanga, depuis que monsieur Dr Ditengu répondait tout à l'heure. Je me demande si ce n'est pas justement un tour de passe-passe, c'est-à-dire que deux petits trois tours que je t'embrouille. Hein, deux petits tours que je t'embrouille. C'est-à-dire, en fin de compte, quand on regarde bien, cette loi-là s'adresse encore à leurs fils. Bien sûr. Voilà. Et c'est là où je dis que, malheureusement, ce mutisme de l'opposition, la vraie opposition, ce mutisme dont nous faisons tous montre devant de telles aberrations, je crains que nous soyons complices par, comment on dit ça, complices par omission? Pas par omission, non, par silence, un silence complice. Un silence complice. Un silence complice. Par non-silence. Quand vous regardez bien, c'est inscrit dans la loi qu'à 18 ans, ils peuvent. Qui pourra, si ce n'est leur propre progéniture, qui ne manquent de rien, qui peuvent tout faire. Et ça, c'est encore pour assurer la pérennité du même système. Moi, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut peut-être réfléchir. Est-ce que ce n'est pas piégeux? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'ils veulent pousser, en fait, le bouchon? Vous savez, monsieur est là dans cet espace médiatique, sur cet espace médiatique, sur Ngenza TV, c'est aussi l'occasion de lancer des appels, en tout cas des appels à la réflexion, des appels à la discussion sur ces thématiques que nous abordons. Voyez-vous, nous avons échangé longuement déjà, néanmoins, l'émission n'est pas finie, même si elle tire à sa fin. J'ai ce sera peut-être pas la dernière, l'avant-dernière question à vous poser, messieurs, avant donc de conclure cette émission. Vous avez suivi, me semble-t-il, l'appel qu'a lancé une de nos compatriotes de la diaspora, notamment, suite à l'impact de cette ordonnance. Il n'y a pas eu que des silences. Une de nos compatriotes a réagi suite à la publication de cette ordonnance et a lancé un appel à une forme d'union. Est-ce que vous l'avez suivi, cet appel? Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous y opposez un certain nombre d'exigences? Oui, on en a parlé et je n'ai pas eu l'occasion personnelle d'écouter le message en direct. Cela dit, vous savez,
Nous ne sommes pas opposés à un appel à l'entente, hein, à l'union, non. Lorsqu'on est inscrit dans une volonté, dans une dynamique de construction, voire de reconstruction, on ne peut pas refuser comme ça, tous azimuts, un appel à l'entente, à l'union. Par contre, là où je sollicite plutôt un peu plus je ne dirais pas de vigilance, mais d'objectivité, c'est qu'est-ce qu'on y met quand on a, dans cet appel-là, quand on appelle à une union, quand on appelle à une entente, qu'est-ce qu'il y a réellement, quel est le contenu réel de cet appel-là? Alors, quelle forme prendrait cette union? Est-ce que ce sont des appels à une union constructive, objective, et donc sans tabou, vraiment sans tabou, parce qu'on ne peut pas reconstruire ce pays-là si on s'engage en disant non, ce sujet-là, on ne peut pas en parler, celui-là, non, on ne peut pas en parler, non, ça sera biaisé. Et ici, nous vous assurons que nous lèverons tous les tabous. Voilà. Est-ce une union de compromission, donc, hein? Rappelons que, moi je vais vous dire d'emblée, hein, la démocratie n'a pas pour objectif systématiquement le consensus. Non, au contraire, c'est le dissensus qui caractérise la démocratie. On n'est pas tous d'accord, mais on arrive à, quand on n'est pas d'accord, on démontre, on argumente les points pour lesquels on n'est pas d'accord pour construire ensemble. Donc, ce que je veux dire par là, l'appel à l'union, lorsque l'on veut reconstruire un pays, bien entendu, est toujours quelque chose de positif. Donc, il faut y adhérer, mais il ne faut pas y adhérer les yeux fermés. Tout est question de savoir ce qu'on y met dans l'appel. C'est ce que je tiens à dire sur cette question-là. Si on est capable, dans un tel contexte de consultation courageuse, moi j'aurais aimé voir aujourd'hui, par exemple, M. Ditengu, M. Ikwanga, M. Mivila, M. Ango, M. Tous les autres qui sont partout dans le monde, être consultés, avoir le courage de les consulter, un courage dénué de toute posture égotiste, c'est-à-dire avec un ego démesuré, c'est-à-dire que c'est moi, tout simplement parce qu'on a un talent orateur, qu'on pense qu'on est investi d'une mission nationale, d'un destin national, alors que même la personne n'a jamais démontré un seul talent de ses compétences managériales, professionnelles quelque part. Non. Donc, il faut que nous soyons sérieux. Si on lance un appel, oui, il faut y adhérer, mais sachons ce qu'il y a dans cet appel-là. Pas d'exclusivité. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ditengu? Vous avez suivi cet appel? Vous savez, moi, je ne ferai pas de procès d'intention, personnellement. Je pense que l'idée de lancer un appel ne doit pas se limiter à avoir l'idée. C'est-à-dire qu'il faut lancer l'appel, mais il faut aller, il faut contacter les gens, comme a dit monsieur là. Il faut mettre sur le papier les conditions de la discussion et mettre très clairement, énoncer très clairement sur quoi on va discuter. D'autre part, vous savez, l'élection 2023 approche. Hein, on assiste déjà, je ne dis pas que c'est le cas dans ce qui concerne cet appel, mais on assiste déjà au scénario habituel. Comme vous, je vais sur les réseaux sociaux, hein, gabonais, et je commence à voir poindre ici et là des gens qui avaient disparu depuis la dernière élection. Ils font leur apparition. Hein. Je déplore cette tendance à n'être frappé par le patriotisme et l'union que dès que les élections approchent. C'est malheureusement ce qui se produit souvent ici dans la diaspora. Je suis un peu gêné par les appels à l'union dans ces contextes-là. C'est pour ça qu'il faut que, s'il y a un appel à l'union, il faut que les conditions de cet appel-là ou alors les conditions de cette union soient énoncées publiquement à tous les gens à qui on veut parler. D'autre part, si on veut aussi
faire un appel, juste donner l'impression qu'on a lancé un appel, alors que derrière, il n'y a rien, autant se taire. Hein. C'est aussi bien parfois de savoir raison garder et puis de garder le silence parfois. Quelquefois, quand on accepte d'aller assister là, à ces appels-là, ou répondre à ces appels-là, pardon, on se retrouve dans des endroits avec des gens sans savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc, union, oui. À n'importe quelle condition, non. Et j'aimerais savoir à l'avance de quoi on va parler. Voilà. Merci. Nous espérons sur Ngenza TV que votre message sera entendu et que de toutes les façons, nous relayons de cette façon-là, à travers cet échange, l'appel qui a été lancé. Nous verrons, nous resterons attentifs à la façon dont tout cela va progresser. Nous arrivons au terme de cette émission. Une toute dernière réaction que je sollicite de votre part. Vous avez suivi il y a quelque temps ce débat, ces déclarations faites là encore à Libreville qui, j'espère, ne vous ont pas échappé. Vous dites si vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez ce compatriote, un certain Max Anissé Koumba? Vous dit quelque chose? Je peux vous le présenter brièvement. Hein. Oui, de toutes les façons, oui, il se présente comme président d'un parti politique à l'intitulé assez bizarre, je vais dire ça comme ça. Parti politique dit le Rassemblement des Gaulois. Monsieur Max Anissé Koumba, président du Rassemblement des Gaulois, a fait ouvertement et incroyablement courageusement, je ne sais pas, dans l'enceinte d'une conférence, d'une institution, le Conseil national pour la démocratie au Gabon. De toutes les façons, dans le cadre de cette réunion-là, réunion de cette institution, M. Max Anissé Koumba, président du Rassemblement des Gaulois, a fait, il faut bien le dire, l'apologie d'une stigmatisation populaire d'un certain nombre de nos compatriotes, les Pangouins. Alors, moi, je ne peux pas conclure cette émission sans vous demander vos réactions. Vous avez tous vu le tollé qu'a suscité ces déclarations. Déclarations d'autant plus incroyables qu'elles se sont tenues non pas dans la cour, dans la concession de ce monsieur gaulois, mais au sein d'une institution de notre pays, le Conseil national pour la démocratie ou de la démocratie, je ne sais pas trop. Je rappelle et je précise que ce monsieur fait partie de la majorité présidentielle. Qu'en pensez-vous? Ça n'a pas pu vous échapper, tout de même. Monsieur est là. Non, ça n'a pu échapper à personne, hein, pour peu que on tende de temps en temps l'oreille vers ce beau petit pays qui est abîmé. Si j'ai quelque chose à dire sur ce que j'appelle une apologie au racisme, au tribalisme, à l'exclusion ethno-linguistique d'un groupe, ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est d'encourager le déni, hein, et la démagogie. Parce que d'aucuns disent que c'est un non-événement, d'aucuns ont dit que c'était un non-événement, d'autres ont chargé sur ce petit bonhomme, exclusivement sur ce petit bonhomme, alors qu'il y a déjà eu des précédents. Il y a déjà eu des précédents contre cette communauté. Moi, j'ai l'avantage d'être un Gabonais des 9 provinces. Hein. Je suis né, bien entendu, dans le Nord et j'ai grandi dans toutes les autres provinces. J'ai ici un de mes frères, hein, Franck Ditengou, qui a souvent été émerveillé de m'entendre parler pour nous avec un accent tonique pour nous. Parfois même je le bats quand on fait le concours. Donc moi j'ai cette fierté-là, hein. J'ai cette fierté de connaître tout le Gabon et d'avoir été nourri à tous les mets de nos cultures, de nos différents groupes ethno-linguistiques.
Donc, quand on a une sortie de ce genre-là, il ne faut pas la prendre à la légère, il faut plutôt avoir une approche analytique. C'est-à-dire que comment un homme, un représentant politique, un porte-parole de courant politique, qui puisse vous dire que c'est le parti, Rassemblement des de la Gaulois, majorité, oui, de peut la arriver à une présidentielle. telle liberté de dérapage. Ce qui a certainement derrière un courant, un état d'esprit qui favorise cela. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Donc, au-delà de toute interprétation farfelue, moi, j'ai envie de dire plutôt la chose suivante. Le vrai tribalisme, ce qui entraîne à ces dérapages un peu isolés, parce qu'il y a eu l'idéologie tout sauf les femmes, bien sûr, hein, prônée, défendue, peut-être même insidieusement instillée dans l'esprit des Gabonais par d'autres dignitaires de la politique gabonaise qui certainement brigueront la magistrature suprême dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sans qu'on ne puisse les interpeller sur ces faits que moi j'appelle, c'est des délits, hein, on ne peut pas l'admettre dans un État de droit, dans une République en tout cas qui se veut solide. Ce que je voulais dire, c'est que le premier des tribalismes, vraiment, le premier comportement tribaliste, c'est celui d'accaparer les leviers du pouvoir dans une famille, dans un clan, dans un groupe ethno-linguistique et dans une province. Parce que le Gabon ayant 9 provinces, que le pouvoir, que tous les leviers, ne parlons que de la présidence de la République, ne soient confisqués que dans une province, c'est ça le premier des tribalismes. C'est ça, c'est là que commence le tribalisme. C'est là que commence l'exclusion des autres 8 provinces. Et vous mettez dans ces 8 provinces-là tous les groupes ethno-linguistiques qui y vivent. Elles sont exclues dans la gestion du destin du Gabon, dans la trajectoire que peut prendre le Gabon. C'est là que commence le tribalisme. Dès lors que ce verrou-là sera sauté, dès que nous arriverons à le faire sauter, les Gabonais souffleront. Ils diront « ouf ». Donc, nous sommes tous Gabonais. Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les Gabonais. Vous verrez que plus personne n'en voudra aux Pounou, aux Nzebi, aux Fan, aux Teke, aux Obamba, aux Akele, à tout le monde, parce qu'ils verront que c'est un pays qui appartient à tout le monde et que tout le monde peut venir apporter son idée, dire que moi, je veux que mon Gabon soit prospère. Voici ce que je propose. Mes chers compatriotes, mes chers frères, de G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G9, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, on y va tous. Mais dès lors que ça, c'est ça la clé, dès lors que c'est confisqué quelque part, on ne peut que vivre des dérapages comme ce qu'on vient de vivre là, qui pour moi ne sont que les stigmates de quelque chose insidieusement instillé dans l'esprit des Gabonais, certainement pour un objectif plus grave que ce que l'on le croit. C'est comme ça que les guerres civiles ont commencé. Donc, on ne peut pas dire que c'est un non-événement. En revanche, il faut bien comprendre quels sont les mécanismes qui conduisent à de tels dérapages. Voilà. Monsieur Litengou. En ce qui me concerne, il y a une première chose que j'aimerais dire. Monsieur Max Anissé Koumba est pour nous du sud du Gabon et il parle des Panouins, donc du peuple Fan, qui est situé au centre et dans le nord du pays. La question que je me pose, moi, c'est de savoir qui dirige le Gabon, en fait. Ce sont les Fan, ce sont les Pounou.
Vous en êtes sûr? Ce sont eux qui dirigent le Gabon. Est-ce que, comme vient de le dire monsieur là, quand on regarde depuis plus de 50 ans, qui tient les leviers financiers, le levier financier, qui tient l'armée, qui tient l'intérieur, qui tient la défense nationale? Donc, quand on va dire que les Pangouins ont fait ceci ou les Pangouins ont fait cela, je me demande, et là je souscris à ce que vient de dire monsieur là, je me demande si ce n'est pas voulu, si nous ne sommes pas là encore dans une opération de diversion qui consiste à faire ce jeu de miroir, comme aime à dire un de mes frères, ce jeu de miroir qui consiste à présenter un épouvantail. Comme ça, ceux qui tiennent les leviers du pouvoir continuent à fonctionner en sourdine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai vu cette séquence-là, je l'ai suivie, et j'ai vu toutes les plaintes sur les réseaux sociaux. J'ai vu tous les gens qui se sont insurgés contre le tribalisme anti-fan, les mêmes, certains d'entre eux, je me rappelle, sur Info Kingele, qui est on va dire, une page qui est fréquentée par une forte majorité des Gabonais, qui militait pour la création d'un État fan qui devait englober le nord du Gabon, la Guinée équatoriale et le sud du Cameroun. Tous ces gens-là, je les vois en train de crier au tribalisme. Non, mais sérieusement, il faut arrêter de jouer avec ça. Il faut arrêter de jouer avec ça. Moi, je suis un citoyen gabonais. Même si on essaye, et encore, moi je pense que c'est encore une fois, nous touchons là encore une fois à la notion de citoyenneté. Moi, je suis un citoyen gabonais. Comme monsieur est là, je suis né dans le sud. Comme monsieur là le disait, lui il est né dans le nord, moi je suis né dans le sud. J'ai grandi dans le Moyen-Ogooué et dans l'estuaire. Et ceux qui me connaissent savent que mon frère de sang, je l'appelle mon frère de sang, c'est parce qu'on est au-delà de l'amitié depuis des années. Et ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Les femmes du Moyen-Ogooué. S'il y a quelqu'un au Gabon chez qui je peux aller dormir, aller manger à n'importe quel moment, que ce soit chez sa mère, dans son village, où que ce soit, on sait que c'est lui. Tout le monde, ceux qui me connaissent le savent. Il n'y a pas une once de tribalisme dans ma tête ou dans mes gènes. Ceux qui parlent de tribalisme, c'est ceux qui n'aiment pas le Gabon. Et là, je souscris encore une fois à ce que disait monsieur là. Ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Que ce soit Max Anissé-Koumba, que ce soit ceux qui crient avec lui, ils n'aiment pas le Gabon. Parce que s'ils aimaient le Gabon, ils sauraient que là où on pointe le doigt, là, ce n'est pas là-bas qu'il faut regarder. Ce n'est pas là-bas. Et 50 ans, ça fait 50 ans que nous sommes dans cette disposition-là. Il y a un Mienné qui aurait pu être président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que néanmoins... Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Le tribalisme là dont on parle. Mais même dans la diaspora, il y a du tribalisme. Mais bien sûr. Est-ce que vous savez le nombre de fois ou le nombre de coups de fil que j'ai eu où on me dit, ouais, mais ton ami là est là. Arrête de suivre les femmes. Arrête de suivre les femmes. Ah, c'est triste. C'est comme ça qu'on va construire ce Gabon-là. Non, mais sérieusement. Il ne faut pas faire semblant. Parce qu'il y a des gens qui font semblant, qui sont là, qui crient sur Max Anissé-Koumba, alors qu'eux-mêmes, derrière, ce sont les tribalistes. Je ne citerai pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Tous ceux qui appelaient à la création d'un État fan. Il y avait même un drapeau. C'est vrai que les propos de Max Anissé-Koumba ont suscité un vrai tollé, monsieur Litengou. Je ne vais pas absoudre monsieur Max Anissé-Koumba. Là n'est pas mon propos.
Là n'est pas mon propos. Je comprends tout à fait. Mais le fait qu'ils aient été tenus dans une enceinte, dans le cadre de travaux institutionnels du Conseil national de la démocratie, est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que celle-ci, non seulement évidemment n'est pas implantée, ou que les tentatives d'implantation de cette démocratie, les fondements sur lesquels celle-ci est censée se construire, sont d'emblée souillés? Comment peut-on tenir de tels propos dans le cadre d'un Conseil national pour la démocratie, une institution? C'est quand même... Mais monsieur Kwanga, votre question, vous connaissez la réponse à votre question. Est-ce que le Gabon est un pays normal? Quand vous y réfléchissez. En tout cas, non. Non. Il y a longtemps que nous avons la preuve que... Comment on peut même utiliser le mot démocratie quand on n'a pas eu d'alternance depuis 50 ans? Voilà. On joue à quoi en fait? Voilà. À quoi on joue? Et surtout que le peuple le revendique depuis justement tous ces temps-là. Le peuple qui lui est souverain. Quand on a une élection, on perd une élection, ensuite on envoie des troupes, les militaires, aller tirer sur le quartier général de son adversaire. De l'adversaire. Mais de quelle démocratie on parle? Donc, les sorties comme celle de M. Kouba, moi, ne me surprennent même pas en fait. Hein. En ligne de compte, ça ne me surprend pas. Parce que ça concourt à maintenir ce régime moribond-là. C'est-à-dire... Nous voyons bien, messieurs, oui, qu'il y a tout un pays, une nation surtout, à construire justement. Au-delà de ces institutions qu'il faut évidemment parfaire, quand il ne faudra pas simplement les dissoudre pour en construire d'autres, il faudra au minimum les parfaire. Une démocratie qu'il faudra résolument installer au Gabon. C'est tout un programme, messieurs, vraiment tout un programme. Et d'ailleurs, programme pour lequel ou sur lequel, d'ailleurs, on vous attend, messieurs. Moi, je vous pose cette question qui m'est revenue. Pourquoi est-ce que vous n'êtes d'ailleurs pas candidat à cette élection présidentielle? C'est aussi simple que ça, messieurs. Vos arguments sont entendus, votre défense de la citoyenneté gabonaise est entendue. Pourquoi n'êtes-vous pas candidat à l'élection qui arrive? Mais si je peux me permettre de m'exprimer. Allez-y, monsieur Litengu. Si je peux me permettre de m'exprimer en premier, la réponse à cette question, je vous l'ai donnée précédemment, à savoir que se présenter à une élection présidentielle, c'est-à-dire c'est de mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est-à-dire que la charrue consiste à aller se présenter à l'élection présidentielle tout en sachant très bien qu'on ne peut pas la gagner. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Mais, en revanche, on peut travailler de là où nous nous trouvons à parfaire la démocratie gabonaise, à élever nos frères et nos sœurs, à faire comprendre à nos frères et à nos sœurs que seuls nous pouvons faire quelque chose pour que ce pays change. Seuls nous pouvons, dans le cadre, vous savez, on a fait les assises de la diaspora gabonaise. C'était un succès. Nous avons vu là les Gabonais dans les commissions travailler ensemble à construire, à écrire, réécrire la Constitution, à proposer des sorties de crise, à proposer des solutions pour faire enfin de ce pays-là un pays démocratique. Et pouvoir insuffler dans la tête des gens l'idée que, en fait, quand on est dans une société apaisée, tout Gabonais peut accéder au poste qu'il mérite. C'est ça. Donc, candidat, non. Parce que les conditions actuelles font en sorte que nous ne pouvons pas nous présenter à une telle élection. Mais vous travaillez on travaille à faire en sorte que les conditions le deviennent un jour ou l'autre, afin que, pas moi, pas monsieur là, mais monsieur Kwanga, par exemple, ou monsieur Mivila, se présente à la présidence de la République et soit élu parce qu'il aura mérité, parce qu'il aura été choisi par les Gabonais. C'est ça. C'est ça le sens de mon engagement politique. Messieurs, là, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Mais, vous allez me dire que je calque ma réponse sur celle de M. Litengu,
Et je pense que ça n'est pas tout à fait ça, sauf que nous sommes vraiment en convergence totale quand il s'agit de parler de ce challenge-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, en tout cas je ne suis pas un obsessionnel du pouvoir. Hein. Je ne veux pas faire comme ceux qui ne comptent que sur leur talent oratoire pour dire, bon voilà, je parle bien, je suis capable de drainer des foules, de, de, de faire de la prestidigitation, faire croire que, bon voilà, le Messie est arrivé et qu'on aille devenir candidat à la présidence de la République. Non. Monsieur Ditengou l'a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que nous connaissons tous le contexte de ce pays. Il y a des fondamentaux à mettre sur pied. Il y a un socle à refaire. Tant que nous n'aurons pas réfléchi sur ce socle-là, ensemble, pour voir quelle est la vision que nous avons du Gabon, et cette vision du Gabon, qu'est-ce que nous donnons comme moyens intellectuels et tout le reste, spirituel, pour atteindre cette projection que nous nous faisons de ce pays. Tant que nous ne ferons pas ce travail-là, je puis vous dire que l'adage qui dit que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent se démontrera davantage. Déjà, on le voit là, depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Il a pris l'exemple des assises. Si vous regardez la construction, la conception des assises, elle était basée sur justement la réflexion de ces fondamentaux-là. Mal nous en a pris de constater que quand on appelle nos compatriotes à la réflexion de fond, au début, on aime beaucoup l'événementiel, nous sommes une centaine, ok. Maintenant, après, il faut aller au fait, c'est-à-dire qu'il faut maintenant bosser, c'est-à-dire pondre un produit à partir des desiderata, des revendications, des doléances qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. On les pond dans quelque chose qui correspondra justement à un référentiel par rapport au projet que nous faisons du Gabon. Eh bien, je peux vous dire que, malheureusement, et je crois que c'est M. Litenu qui l'a précisé tout à l'heure, on est très vite confronté à une forme je ne veux pas dire de paresse, hein, mais un mystère qui fait que petit à petit, ça se délite. Ça se délite. La superstition l'emporte et l'irrationnel l'emporte et on se retrouve à 2 ou 3. Alors que les thématiques qui étaient abordées lors de cet événement-là, je peux vous dire que quand vous les voyez abordés dans d'autres communautés, c'est comme ça qu'ils ont reconstruit leur pays. Et ils ont reconstruit leur pays. Et nous souffrons du fait que nous n'ayons pas toutes les compétences, et là aussi ça caractérise notre humilité intellectuelle, parce que nous ne sommes pas des juristes, ni des constitutionnalistes, encore moins, ni des économistes, encore moins. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas brasser, on ne peut pas avoir la prétention de pondre des choses sérieuses, solides, dans tous ces domaines-là en un temps record. Mais nous y arrivons, puisque nous travaillons en collaboration avec d'autres. Mais ça prend du temps. Donc, c'est pour dire quoi? Nous ne sommes pas des obsessionnels à cette présidence. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On peut travailler pour n'importe qui, n'importe quel Gabonais, à la seule condition qu'il soit convaincu des valeurs que nous défendons, c'est-à-dire celle de la véritable prospérité de ce pays, le véritable état de droit, sans tribalisme, que n'importe quel gars, qu'il soit Makongolio, qu'il soit Timitos, qu'il soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quel coin du Gabon, Aokonja puisse se présenter librement soutenu que par ses idées. Si ces idées correspondent à la prospérité du Gabon. Donc, moi, monsieur est là, je ne me suis pas intéressé à la politique, je ne m'exprime pas à la politique de temps en temps parce que je suis obsédé par le fait que ce soit moi ou sans moi, c'est le déluge. Non, 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 non. Je veux du bien pour ce pays-là. Voilà, monsieur Licon.
Merci, monsieur. En tout cas, vous avez fait preuve de beaucoup d'énergie sur Ngenza TV, la chaîne, je vous rappelle, de la vérité sur le Gabon, la chaîne de l'audace. Merci d'avoir participé à cet échange, ce long échange qui, nous l'espérons, a plu à nos auditeurs et nos vidéospectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres thématiques sur le Gabon, d'autres thématiques axées sur la déconstruction des mécanismes qui font que plus de 50 ans après, nous soyons toujours gouvernés par le même régime au Gabon. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Rendez-vous vous est donné pour les prochains jours, les prochaines semaines sur Ngenza TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et à bientôt.